Le secteur des eaux et forêts est stratégique pour l'économie gabonaise, le pays étant couvert à plus de 80% par la forêt tropicale. L'exploitation du bois, la conservation de la biodiversité et la question des conflits hommes-faune sont au cœur des priorités du gouvernement. Ces enjeux nécessitent une gouvernance rigoureuse et des réformes adaptées aux défis actuels, notamment l'alignement des pratiques sur les standards internationaux, la traçabilité du bois et l'optimisation de la gestion forestière. Toutes ces questions, mesdames, messieurs, bienvenue à vous qui nous regardez. Nous les abordons avec notre invité qui n'est autre que le colonel Maurice Ntosue Alogo. Il est le ministre des Eaux et Forêts, de la préservation de l'environnement, chargé du climat et du conflit homme-faune. Bienvenue à vous, monsieur le ministre, dans les studios de Gabon 24. Merci. Alors, monsieur le ministre, avec vous, on parle bien sûr de ces questions. Mais tout d'abord, quelle était la situation du secteur forêt-bois au 30 août 2023, lorsqu'intervenait la transition gabonaise? Merci de me donner la parole. Il faut dire qu'au 30 août 2023, la filière forêt-bois était au niveau du deuxième producteur après le pétrole, cette activité. Ouais. Et c'était environ 4% du PIB et 60% des exportations en matière des produits transformés. Après, les réformes encourues permettaient simplement à valoriser, à redynamiser ces secteurs. D'accord. Alors, combien de permis forestiers étaient actifs à cette date et combien étaient en situation irrégulière, par exemple? Bon, il faut dire que actuellement, le couvert forestier attribue 16 millions d'hectares de forêt, qui représente pratiquement 600 permis forestiers. Et il faut dire que à cela, nous avions quand même détecté, après un travail d'audit, 180 permis qui étaient en situation irrégulière. Et donc, il y a eu un certain nombre de travail de contrôle, d'assainissement qui permettait bien de pouvoir régulariser pour ceux qui étaient en situation vraiment irrégulière. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on a simplement pu faire entrer au domaine 17 permis qu'on n'a pas pu en fait régulariser. C'est-à-dire quand un permis est irrégulier, on l'attribue au domaine de l'État. Donc, le reste des permis a subi en fait des procédures de régularisation. Sauf que, monsieur le ministre, le code forestier gabonais, vieux de 24 ans, est en cours de révision. Effectivement, il fallait s'arrimer aux standards. Il faut dire que ce code forestier s'appuie sur 4 enjeux principaux. C'est la certification forestière, c'est le changement climatique, parce qu'il y a des services écosystémiques, des services environnementaux qui doivent apporter un peu plus dans le PIB. Il faut également dire que ce code forestier va s'articuler autour de la grande problématique du conflit homme-faune en termes d'atténuation. Et puis le code forestier, effectivement, va laisser de la place aux communautés villageoises à travers les forêts communautaires. C'est essentiellement les 4 domaines sur lesquels notre code forestier est en perpétuelle et en révision actuellement. Et donc, est-ce que cela pourrait permettre d'apporter un impact sur la gestion durable des forêts? Et effectivement, parce qu'il faut bien arrimer ce code forestier par rapport aux gros enjeux économiques mondiaux. Et lorsqu'il est arrimé, lorsque le code forestier est arrimé, ça permet effectivement d'engranger des dividendes au niveau de l'industrie du bois, au niveau des concessions forestières. Parce que vous savez, les permis, il y a des taxes sur les superficies, il y a des taxes également sur les transformations du bois. Donc tout ça a forcément un impact sur l'économie. Et également, vous savez, le président de la République met un accent autour de l'homme, c'est-à-dire rendre la dignité aux Gabonais. C'est en ce sens que le ministère des Eaux et Forêts s'est attelé à consolider l'attribution en fait, des permis forestiers pour des forêts communautaires. D'accord. Alors, après, il y a justement l'exploitation illégale du bois qui reste un problème majeur au Gabon. Quelles sont les mesures mises en place? Alors, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées en 18 mois. Je peux les énumérer. Oui, je vous en prie. Nous avons mis en place un système national de traçabilité du bois. En fait, de la coupe jusqu'à la transformation, on va pister
toutes les opérations, on va les lister, on va les suivre pour qu'il y ait moins de tricherie, si vous me permettez du terme. Ce système national de traçabilité a permis en fait d'engager près de 825 opérateurs forestiers, former à peu près 305 agents et mobiliser à peu près du personnel pour 331 missions de police forestière dans le domaine forêt, industrie et faune. Et il faut également reconnaître qu'au cours de ces 18 mois, il y a quand même eu 39 déferments au parquet pour tout ce qui est exploitation illégale de ces ressources naturelles. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans ce domaine? Est-ce que ce sont les arrestations, par exemple, le fait que la justice soit désormais associée dans cette procédure, Monsieur le ministre? Est-ce que c'est cela l'amélioration en matière de gestion dans ce domaine? Alors, l'amélioration, c'est qu'il faut amener tous les opérateurs à des bonnes pratiques. D'accord. Alors, les bonnes pratiques, et là, on s'appuie sur des textes, on s'appuie également sur la législation, la loi, et la loi renforce en fait nos capacités. Et je pense que le changement tient d'abord à ça également, mais aussi à informer, à éduquer le personnel, les agents, les forestiers sur les meilleures pratiques. Je pense qu'il y a eu quand même une meilleure amélioration. Et d'ailleurs, vous-même, Voilà, on va de la sensibilisation, et lorsque la sensibilisation ne suit pas, on va à la répression. Et d'ailleurs, vous-même, je le disais, vous avez mené plus de 300 missions de contrôle et renforcé le cadre réglementaire. Quels résultats concrets ont été obtenus depuis la mise en place de ces actions? Alors, il faut dire que ces actions, parfois des répressions, ont amené à mieux revoir en fait, des dossiers en contentieux. Ces dossiers en contentieux ont quand même pu faire entrer près de 300 millions dans les caisses de l'État et des saisies quand même de près de 200 kilos d'ivoire saisis. Donc, c'est des améliorations qu'on arrive à quantifier. Voilà. Alors, l'acquisition de drones et de véhicules tout-terrain a permis l'amélioration de la surveillance des forêts. Peut-on mesurer leur efficacité sur le terrain? Parce qu'au-delà des hommes, justement, les moyens sont nécessaires. Alors, le renforcement des capacités et des rigueurs et des mises, on a besoin de former, d'équiper et d'entraîner nos personnels. Il faut dire que les drones qu'on a acquis nous ont permis d'avoir une meilleure surveillance en termes d'imagerie. Vous savez, on fait voler un drone, on a une vision beaucoup plus élargie de la zone d'exploitation. Parfois, il y en a qui trichent sur le terrain, donc le drone nous permet en fait d'aller en profondeur avec une meilleure prise d'image. Et il y a également la présence on est de plus en plus mobile sur le terrain. Avant, ce problème s'est posé. Nous avons quand même acquis près d'une trentaine de véhicules qui nous permettent d'être présents sur l'ensemble du territoire national et sur les 9 directions provinciales. Ce n'est pas rien. Donc, il reste encore des efforts à fournir, mais je pense qu'avec ces moyens acquis, ça nous permet de nous déployer, de mieux regarder, de mieux avoir une visibilité de cette ressource naturelle. Est-ce à dire que le Gabon, en ce qui concerne le ministère des Eaux et Forêts, chargé du conflit homme-faune par exemple, tente de s'arrimer aux pratiques sur les standards internationaux en la matière? Effectivement, je vais dire déjà à travers ce code forestier qui est en révision et ça nous laisse en fait de voir à peu près également ce qui se passe dans la sous-région. Vous savez, on est dans la zone du bassin du Congo et également ça nous permet de généraliser en fait des pratiques. Nous avons tenu des ateliers sur la certification cette année et pour vulgariser la pratique. Il y a également eu l'organisation de la journée des industries du bois en fait pour vulgariser en fait notre bois. Vous savez, on a à peu près 400 essences de bois, on exploite simplement une soixantaine. Donc une journée sur l'industrie du bois nous permet effectivement de mieux vendre ou de mieux faire apprécier nos ressources naturelles en termes de bois. Sauf qu'à côté de cela, il y a la problématique de la certification. Par exemple, les entreprises gabonaises. Monsieur le ministre, la certification forestière est un enjeu clé pour garantir la stabilité, par exemple, ou la durabilité de l'exploitation. Qu'en est-il? Il faut dire que cette année, nous avons quand même pu faire certifier 18 entreprises sur 117
vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais le principe de certification n'est pas forcément obligatoire, mais on amène les entreprises à être certifiées pour des bonnes pratiques. Et sur les 17 entreprises certifiées, excusez-moi, 18 entreprises certifiées, ça représente environ quand même 30% de superficie, environ 800 000 hectares. Ce n'est pas rien. Donc, c'est un effort qui est continu pour amener toutes les entreprises à être certifiées. La certification, c'est une norme internationale. Et ça permet également, si tout le monde se conforme, à une gestion durable de nos ressources naturelles au lieu de les dilapider. Pour atteindre cet objectif, je vais vous le rappeler si vous me permettez, un audit a été mené sur l'ensemble des concessions forestières et des forêts communautaires. Quels sont les principaux enseignements tirés de cette analyse ? Alors déjà, l'audit des permis forestiers nous a permis de savoir quels sont les permis qui étaient en situation irrégulière. Également, quelle était la part des permis concédés à nos populations villageoises. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons pu répertorier 169 forêts communautaires. Et il faut également dire que les forêts communautaires, si on les attribue à nos populations, c'est en fait, non pas pour faire du business, mais plutôt pour pouvoir accroître des activités génératrices de revenus en termes d'agriculture, en termes d'élevage, en termes de pêche, également en termes de petites exploitations de bois qui permettent en fait de financer les grosses activités génératrices de revenus. Donc 169 forêts communautaires, c'est un très bon record. C'est vrai, vous allez me dire, nous avons à peu près 2800 villages et chaque village veut forcément avoir une forêt communautaire. Mais le but, c'est que les groupes de villages se retrouvent autour des activités communautaires pour pouvoir mettre en place ces activités et réduire la pauvreté et mettre en place des activités génératrices de revenus. Est-ce que la cartographie des zones d'exploitation aide véritablement à améliorer la gestion du secteur, Monsieur le Ministre ? Bien évidemment, une cartographie permet de comprendre, de mieux assimiler l'espace géographique qui vous est attribué. C'est ce que cette cartographie nous a permis de bien délimiter les concessions, les forêts communautaires et les unités de transformation de bois. Donc, sur une carte, lorsque vous avez répertorié toutes ces zones, ça vous permet de mieux comprendre et de mieux organiser et en fait de mieux gérer ces différentes activités et ces différentes ressources. Mais en quoi cette cartographie permet-elle, par exemple, d'éviter les conflits d'usage et d'optimiser la rentabilité du secteur bois au Gabon ? Mais vous voyez, par exemple, il y a eu une commission nationale d'attribution des terres. Et cette commission travaille beaucoup avec les cartographes. C'est bien de savoir que telle zone est concédée, par exemple, pour faire de la foresterie. Telle zone est concédée pour faire des mines. Telle zone est concédée également pour faire de l'agriculture. Si vous n'avez pas une meilleure compréhension, une meilleure gestion de ça, vous n'allez qu'avoir des problèmes parce que parfois il y a des chevauchements entre les permis forestiers et les permis miniers. Il y a d'autres chevauchements également entre les opérateurs forestiers entre eux-mêmes. Or, la cartographie vous permet en fait de mieux comprendre et de mieux assimiler, de mieux en fait réorganiser ou réadapter les superficies. Si on peut vous féliciter pour tout ce que vous venez d'évoquer, il y a cependant que le secteur forêt-bois devrait rapporter quelque chose dans le PIB du pays. En 2024, quels sont les chiffres aujourd'hui ? Qu'est-ce que cela a pu rapporter ? Alors, il faut dire que le secteur forêt-bois, après toutes ces opérations de contrôle, de certification, des systèmes nationaux de traçabilité en cours, ça a quand même permis au ministère des Eaux et Forêts d'engranger dans les caisses de l'État un montant d'environ 34 milliards de francs CFA. Et je peux vous dire que c'est la première fois que ce secteur-là a pu engranger autant lorsqu'on se réfère à des années antérieures. Et je peux également vous confirmer que l'effort doit se poursuivre parce que ce chiffre-là, l'état final recherché, c'est de multiplier ce chiffre par 3 ou par 4. Et c'est possible. Comment, Monsieur le Ministre ? C'est renforcer les capacités, amener des bonnes pratiques, changer de mentalité, amener tout le monde à respecter la réglementation, de la coupe jusqu'à la transformation. Il faudrait que le ministère des Eaux et Forêts soit présent sur chaque étape de l'activité. Est-ce que des emplois ont été créés ? Bien effectivement, c'est-à-dire les emplois
ont été vus à la hausse ces dernières années. On est aussi aujourd'hui à peu près à 18 000 emplois, directs et indirects, comparé aux années antérieures où on était à 16-17 000 emplois. Mais ça, il faut reconnaître que c'est dû à la mise en place de la transformation, des niveaux de transformation dans les unités de bois. Donc, première transformation, deuxième transformation, troisième transformation, forcément, ça va engranger d'autres types d'emplois avec d'autres types d'expertise. Nous sommes en 2025. Les perspectives, justement, en matière d'emploi? Alors, il faut dire que dans le secteur forêt-bois, ce nombre va aller crescendo parce qu'avec l'acquisition de la SNBG, de la Société nationale des bois du Gabon, nous allons forcément augmenter les capacités et cette société va forcément également demander un peu plus des personnels expérimentés pour aller toujours dans la transformation. Nous pourrons espérer des emplois supplémentaires, pourquoi pas 8 000 emplois supplémentaires avec la SNBG. Il faut dire aujourd'hui que cet outil, c'est un outil du Gabon. Il faut y mettre l'accent là-dedans. Concéder des permis qui font l'objet d'un retour au domaine à la Société nationale des bois, concéder des permis, concéder des entreprises, des sociétés, des usines de transformation de bois et embaucher le plus grand nombre de Gabonais, formés également dans ce domaine d'activité. Monsieur le ministre, permettez-moi d'aborder également un autre pan de votre département, le conflit homme-faune. De nombreuses populations à l'échelle nationale n'ont de cesse de se plaindre de ce que les éléphants continuent de détruire leurs plantations, des populations en zone rurale. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui a été fait à ce jour pour sécuriser les habitants et leur culture à l'intérieur du pays, par exemple? Alors, je vais d'abord faire un bac. Il faut dire que on a aujourd'hui 95 000 éléphants qui ont été conservés, c'est-à-dire même protégés à partir de nos lois. Ça a eu un effet inverse. C'est bien, il faut bien protéger une ressource, mais il faut chercher un certain équilibre également avec la nature. Justement, voilà. Les populations se plaignent. Effectivement. Donc, le président nous a instruit d'aller vers une stratégie d'atténuation de ce conflit. Et alors, ce qui a été fait, je peux en citer quelques faits, il y a eu des missions de battues administratives qui ont été orchestrées. Il y en a 5, il y a eu 5 pour l'instant. Il y a eu également à peu près 150 éléphants qui ont été abattus pour des raisons de légitime défense. Actuellement, ce que je peux vous confirmer et qui est sûr et qui peut être vérifié, c'est que le ministère des Eaux et Forêts a mis en place 9 brigades de chasse et d'atténuation de conflits homme-faune qui vont être délocalisées sur l'ensemble des 9 provinces du Gabon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un problème dans le Wallentem ou dans le Goué-Vindo, il y a un numéro vert qui est mis en place. On active directement le directeur provincial des eaux et forêts qui va lui mobiliser, puisque l'unité est déjà là, présente sur place, qu'il va activer l'unité pour aller régler le problème d'atténuation. Et ce problème d'atténuation, en fait, va essentiellement s'attirer autour des battues administratives, réglementées, encadrées. Et là-dedans, vous avez 3 ministères qui travaillent conjointement. Le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait, il y a en termes de renseignements, c'est-à-dire le préfet, le sous-préfet, le gouverneur peut alerter. Et quand on a l'information, le ministère des Eaux et Forêts prend en charge cette mission-là de battues administratives. Et donc, je vais dire que c'est un plus parce qu'il fallait attendre une équipe qui venait de Libreville pour aller mener une opération sur l'ensemble des territoires. C'était très lourd. Maintenant, c'est une opération qui est complètement décentralisée et qui s'avère vraiment très efficace. Donc, c'est également à peu près aujourd'hui 1100 clôtures électriques qui ont été mises en place pour atténuer en fait ce problème. Vous savez, nos populations sont impactées en termes sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. Il y a des dévastations de cultures, l'impact est beaucoup plus à ce niveau. Donc pour l'atténuer, il y a la construction par exemple des barrières électriques qui permettent en fait de limiter les dévastations. Et je peux prendre également un exemple. J'ai été récemment dans la province de la Nianga où une vingtaine d'hectares
a été clôturé au profit d'une association, d'une forêt communautaire encadrée par des associations de femmes. Et on doit normalement aller vers ce genre d'initiative. Il faudrait que les populations se mettent progressivement en groupe pour pouvoir sécuriser des grands espaces, sécuriser ces grands espaces et pouvoir avoir un rendement matière plus efficace. Et il y a un autre paramètre également, lorsque les animaux, les pachydermes sont de plus en plus sur le territoire, qui présentent vraiment un danger potentiel effectivement pour non seulement les plantes, pour l'habitat, également pour les personnes qui peuvent être atteintes, il faut vraiment activer ces directions provinciales pour pouvoir intervenir directement par la neutralisation de ces pachydermes jugés vraiment dangereux. Donc c'est la stratégie qui est mise en place et qui est vraiment efficace. Ça, on ne l'avait pas avant. Il y a des moyens également financiers qui sont mis derrière, non seulement pour dédommager les blessés et les familles endeuillées. Donc cette opération va normalement commencer, je crois, la semaine prochaine à travers un communiqué où ceux qui ont été impactés gravement physiquement et les familles qui ont été endeuillées de pouvoir tirer les récompenses ou les indemnisations, je vais dire les indemnisations dues à ce conflit. Monsieur le ministre, j'ai envie de vous demander, lorsque vous citez certaines provinces, en réalité, les Gabonais qui nous regardent veulent savoir combien de villages sont concernés à ce jour par cette situation. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, à peu près, de manière globale, nous avons 2800 villages sur l'ensemble du territoire. D'accord. L'atténuation du conflit homme-faune impacte à peu près 550 villages. Bon, vous allez me dire, c'est peu. Il faut impacter tous les villages, c'est vrai, mais c'est un processus qui est mis en place. Il y a à peu près également 6 milliards qu'une ONG a mis au profit pour venir en aide de toutes ces populations villageoises impactées. Il faut dire également, ça je vais vraiment renforcer, que les communautés, les villages, se mettent en groupe pour pouvoir optimiser l'aide qui est apportée à ces villages. Lorsque c'est simplement 2 ou 3 ou 4 personnes qui sont de manière éparpillées sur l'ensemble d'une surface, c'est beaucoup plus difficile de faire des installations individuelles au lieu de faire en fait des installations collectives. On peut plus facilement renforcer 20 hectares de plantations que des petites plantations éparses où vraiment on ne voit pas l'effort recherché. 500 villages aujourd'hui impactés à peu près, mais il faut aller au-delà. Et c'est l'objet de notre politique d'atténuation du conflit homme-faune. Est-ce que les résultats sont palpables sur le terrain, Monsieur le ministre? Bon, il faut quand même dire qu'il y a une réduction significative de ces dévastations. Ouais. Plus on évolue vers les constructions des barrières électriques, parce qu'on est aujourd'hui à peu près à plus de 1000. Plus également on évolue sur les bâtures administratives, les résultats sont quand même palpables. Vous voyez, il faut simplement maintenir l'effort, il faut maintenir la stratégie de telle sorte qu'on arrive à zéro agression, même si ça paraît utopique. Il y en aura toujours puisqu'on a quand même 95 000 éléphants et ce n'est pas rien. Il faut également à ce que nous travaillons de manière conjointe avec d'autres entités, et ça s'est fait, ça a commencé avec le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Défense nationale, pourquoi? Parce que l'exploitation illégale des ressources naturelles touche les frontières. Et les frontières, en fait, c'est du ressort, la protection des frontières, c'est du ressort en fait, du ministère de la Défense. Et nous travaillons maintenant conjointement comment mieux sécuriser nos frontières et mieux éparpiller nos ressources en termes, je parle des éléphants. Les éléphants, il faut les remettre dans leur habitat, mais il faut que leur habitat également soit sécurisé. Lorsque les braconniers pénètrent un territoire, viennent taper les éléphants, ces éléphants s'éparpillent sur l'ensemble. Voilà la cause en fait. Donc il faut aller par cause et par effet recherché. Donc il y a des avancées considérables et le message également que je peux encore lancer aux populations impactées, c'est à chaque fois que vous avez ce type d'intrusion, il faut alerter, il faut renseigner pour que nous nous mettons
en place assez rapidement, puisque les moyens sont disposés sur place. Ouais. Bien que les opérations en fait, de contrôle de renseignement vont se poursuivre, mais lorsqu'il y a un problème à un endroit T, il faut vraiment alerter. Et ça concerne les 48 départements du Gabon. Alors, vous me permettrez de vous poser quand même cette dernière question. On vous a entendu parler d'indemnisation des victimes, par exemple. Mais quelles sont les mesures mises en place pour garantir un soutien financier adéquat aux familles à ce jour? Il faut dire que lorsque un citoyen est victime soit d'agression ou endeuillé, il y a des montants qui sont mis en place. Bon, il y a des montants d'indemnisation. Je peux le garantir. J'ai des montants si vous le... Oui, bien sûr. Bon, c'est important pour les Gabonais. Oui, effectivement. En fait, pour les blessés, c'est 2 millions normalement qui sont mis à disposition pour accompagner la victime blessée. Ouais. Pour les familles endeuillées, c'est 10 millions de francs qui sont prévus. Donc, ces montants-là sont disponibles et nous allons lancer un communiqué d'abord sur l'ensemble du territoire pour que ces familles et ces victimes puissent rentrer en possession de ces indemnisations. Et également, il faut dire que nous prévoyons la mise en place d'un fonds en 2025. Ça doit rentrer dans le budget de 2000. Ça doit être une priorité 2025. Donc, mettre en place un fonds qui permet d'alimenter le conflit, l'atténuation du conflit homme-faune. Monsieur le ministre, que peut-on retenir, justement, des réformes engagées et tout ce qui a été fait au sein de votre département ministériel? Il faut retenir que nous avons fait un gros effort et nous avons un système de traçabilité du bois qui est unique au niveau de la sous-région. Nous avons un code forestier qui se consolide, qui est vraiment louable. Et nous sommes en train de multiplier nos actions pour effectivement et concrètement atténuer la problématique du conflit homme-faune. En filigrane, il faut dire que les eaux et forêts sont au parfum de sa mission pour consolider la politique de conservation, de protection avec la valorisation, c'est-à-dire il faudrait que ces efforts de conservation nous amènent à engranger les dividendes au profit de nos populations et au profit de l'État. Voilà en fait la feuille de route qu'on continue à consolider et qu'on continue à œuvrer pour de meilleurs résultats. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le général Maurice Santosiou Alogo. Vous êtes le ministre des Eaux et Forêts, de la préservation de l'environnement, chargé du climat et du conflit homme-faune. Merci d'être passé dans les studios de Gabon 24 et surtout dans cette émission, le gouvernement s'exprime. Merci également à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Au revoir.